Je rêvais pas d'être médecin en fait. Ça va paraître un peu surprenant, mais c'était le cas. À l'époque, je rêvais plutôt de faire commerce ou bien de faire informatique, comme on le disait à l'époque. Et je pense que c'est l'une des erreurs même que commettent beaucoup de nos multinationales, de penser que parce qu'on est dans la même région, on parle peut-être même plus ou moins la même langue, qu'on est identique. C'est pas vrai. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance dans nos entreprises. Elles voient des souffrances, mais qu'elles classent souvent sur du laxisme et autres, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Parfait Touré, médecin de formation, dirigeant aguerri du secteur pharmaceutique, entrepreneur engagé dans l'innovation organisationnelle. De ses débuts en pratique clinique à la création de Yodan, en passant par les postes à haute responsabilité chez Sanofi, Novo Nordisk et Novartis, il a toujours placé la stratégie, la santé publique et le facteur humain au cœur de son action. Ensemble, nous allons explorer ce qui l'a poussé à dépasser les cadres classiques, comment il conçoit le leadership dans le secteur de la santé, pourquoi il croit en la performance par le bien-être et ce qu'il pense des futurs modèles africains d'organisation. Docteur Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Emmanuel. Et puis on va entrer directement dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie justement à l'origine de devenir médecin? Alors, je pense que je vais te surprendre. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est une très belle initiative. Pour revenir à la question, je ne rêvais pas d'être médecin en fait. Ça va paraître un peu surprenant, mais c'était le cas. À l'époque, je rêvais plutôt de faire commerce ou bien de faire informatique, comme on le disait à l'époque. Mais le choix de devenir médecin m'a été imposé plus ou moins, si je peux le dire ainsi. Parce que malheureusement, je n'avais pas pu avoir mon inscription à l'INP, où à l'époque on rêvait tous d'aller. Et donc quand je suis reparti pour refaire un peu les inscriptions, finalement on a regardé à mon âge, ils ont regardé mes notes, et puis on m'a dit que je devais aller en médecine. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en médecine. Un peu par hasard. Voilà, un peu par hasard. Okay. Mais je regrette pas, en tout cas, de l'expérience. Mais très bien. Mais finalement, la médecine, c'est un parcours tout aussi prestigieux. Hein. Voilà. Donc c'est quand même un métier que beaucoup rêvent de faire. Et puis c'est peut-être aussi le fait qu'il y avait un vrai besoin dedans et qu'on va dire que le destin a bien voulu que tu empruntes cette voie-là justement pour être un apporteur de solutions dans le domaine. Je pense, ouais. Et finalement, à quel moment est-ce que tu as senti que ton parcours professionnel irait au-delà de la pratique clinique traditionnelle? Puisqu'aujourd'hui, tu n'es plus praticien, tu n'es plus en hôpital, tu n'exerces plus la médecine à proprement parler. Okay. À quel moment est-ce qu'il y a eu ce shift? Je pense que ce chiffre est venu, il est venu de deux épisodes en fait. Le premier épisode j'étais en 4e année de médecine, lors d'une garde. On va dire on était à une époque où la situation du pays n'était pas telle qu'on aurait pu le souhaiter et malheureusement j'ai perdu un enfant et ça m'a laissé en fait un goût un peu amer en ce qui concerne donc la clinique. Et donc après, par la suite, au moment de faire ma thèse, je me suis retrouvé donc au service de psychiatrie que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs parce que ça m'a aidé à découvrir beaucoup de choses. Et mon maître de thèse à cette époque, le professeur de la Fosse, a jugé intéressant que je travaille plutôt sur les raisons pour lesquelles les enseignants du ministère de l'Éducation nationale se retrouvaient à un de nos départements qu'on appelle le conseil de santé. Donc parce que beaucoup d'entre eux tombaient malades, donc on voulait comprendre un peu qu'est-ce qui existait dans le contexte de cette corporation pour qu'il y ait autant de personnes qui se retrouvaient au conseil de santé. Donc, on va dire que ça a été mes premiers pas dans la compréhension, la recherche de compréhension des challenges qu'on pouvait avoir dans le milieu donc du travail, dans le milieu professionnel. Et c'est de là que, par la suite, j'ai eu les opportunités d'entrer en laboratoire et de faire carrière et donc de découvrir d'autres aspects. Et justement, dans la continuité de ton développement,
tu as occupé des postes de responsabilité dans de grandes entreprises pharmaceutiques, on les a cités Tout à fait. au départ. Justement, comment la transition s'est faite, comment est-ce qu'on passe en Côte d'Ivoire de médecins formés à l'université d'Abidjan pour intégrer l'industrie. Ça peut peut-être inspirer de jeunes médecins aujourd'hui qui peuvent être intéressés par ce type de carrière. Mais disons qu'à l'époque, c'était pas aussi simple que cela. Parce que les organisations étaient telles qu'elles étaient beaucoup plus orientées sur que le volet commercial. Donc pour la plupart des médecins, soit ils avaient la chance que l'organisation se créait et donc il y avait un poste soit au marketing, soit au médical, et donc ils avaient cette opportunité d'entrer à ce niveau-là, soit ils entraient comme visiteurs médicaux. Donc au bas de l'échelle dans le contexte de l'industrie pharmaceutique, on va dire ce sont les premières fonctions, les fonctions directes avec le client. Voilà, donc moi, je rêvais justement de faire quelque chose de différent, de rester assis dans un bureau et de recevoir une personne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour impacter un nombre plus grand? Et donc quand j'ai eu l'opportunité du poste de visiteur médical, je l'ai saisi, mais dans l'esprit que j'allais travailler pour gravir les échelons et occuper un poste peut-être soit au marketing, soit au département médical. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Parce que 3 ans environ après que j'ai fait mes premières classes en tant que visiteur médical, il y a eu une opportunité d'un poste au niveau donc de la direction médicale. Et j'ai rejoint donc la direction médicale pour la région de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, on l'appelait AFOG, Afrique de l'Ouest, Golfe de Guinée, on va dire. Voilà, donc il comportait 5 pays. Et c'est de là que, on va dire, toute la carrière a démarré, parce qu'après ça, j'ai eu de l'expatriation, j'ai changé d'entreprise, et ainsi de suite, jusqu'à la création de Yodan. Tout à fait. Finalement, c'est assez complexe aussi d'évoluer dans des environnements, c'est de grandes entreprises. Tu es clinicien à la base. Comment justement tu arrives à adapter ton leadership dans des environnements aussi complexes et aussi changeants? C'est une excellente question parce que en vrai, je pense que la base, en fait, c'est cette capacité d'agilité qu'on doit pouvoir développer. Et ça, c'est quelque chose qui nous caractérise et qui doit nous caractériser. Pourquoi? Parce que même si les organisations ressemblent à celles qui sont mises en place hors de nos pays, donc en Europe, etc., on va dire qu'on est sur des organigrammes qui sont assez similaires, c'est totalement pas la même chose. Parce que, par exemple, nous, dans le métier, je devais couvrir plusieurs pays. La réalité du système de santé à cette époque-là, et même jusqu'à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, n'est pas la même qu'au Mali, elle n'est pas la même qu'au Burkina, elle n'est pas la même quand on va encore vers d'autres pays d'Afrique centrale, au Tchad, etc. Ça c'est surprenant ce que tu expliques, puisque finalement on est dans des blocs régionaux. Ouais. Est-ce que le fait d'être dans l'UEMOA, par exemple, il n'y a pas des bribes de choses qui sont communes, où il y avait vraiment de grosses différences? On va dire en termes de réglementation, les réglementations se ressemblent, mais la réalité du terrain est différente. C'est vraiment différent et je pense que c'est l'une des erreurs même que commettent beaucoup de nos multinationales, de penser que parce qu'on est dans la même région, qu'on parle peut-être même plus ou moins la même langue, qu'on est identique. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai du tout. Et justement, le leadership, en fait, on doit être capable de l'adapter à chaque situation qu'on rencontre, à chaque individu avec lequel on a l'opportunité d'interagir et on va dire en fonction également des besoins qu'on a, mais aussi que des choses qu'on veut apporter, des innovations ou des solutions qu'on veut pouvoir apporter. Donc, moi, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est cette capacité d'agilité, de pouvoir naviguer entre pays francophones, ensuite entre pays francophones et anglophones, parce que j'ai eu la chance aussi de couvrir le Ghana, le Nigeria, et c'était vraiment pas la même chose. Mais à chaque fois, la première étape était de comprendre l'environnement, de comprendre la culture des personnes avec lesquelles on interagit, de manière de penser, et puis d'adapter sa manière de faire à cela. Ça demande vraiment de faire preuve de beaucoup d'humilité.
pour pouvoir vraiment s'adapter à chaque profil. En fait. Tu avais déjà commencé à répondre à la question suivante, justement, qui aborde les compétences clés pour diriger dans le secteur de la santé. De ce que tu expliquais tout à l'heure, j'ai compris agilité, humilité. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a d'autres attitudes ou compétences à avoir justement pour réussir dans le secteur? Oui, dans le secteur, il y a, au-delà de l'agilité, de l'humilité, il faut beaucoup d'empathie. Ça aussi, c'est un élément qui est vraiment, je pense, très important. Parce que les réalités sont quand même assez différentes. Et si je devais ajouter une autre qualité, c'est la patience. Il faut vraiment beaucoup de patience. On est malheureusement dans des environnements où souvent, quand vous arrivez d'un autre pays, on a tendance à vous voir un peu comme quelqu'un qui veut venir donner des leçons. Et parfois, ça ne passe pas véritablement avec les clients avec lesquels vous devez échanger localement. On est médecin, donc qu'on soit médecin en Côte d'Ivoire, ou qu'on soit médecin au Burkina, ou qu'on soit médecin en France, on reste médecin. Mais néanmoins, il y a quand même ce petit côté où on s'est dit, bon, là-bas, peut-être la faculté de médecine vient à peine de commencer, nous on est plus anciens, donc on peut avoir un peu cet ego-là qui peut avoir un impact négatif sur les relations qu'on peut tisser. Donc la patience, c'est quelque chose de vraiment très, 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 très important. Très bien. Ensuite, on va rentrer dans le sujet relatif aux politiques publiques, politiques de santé publique en Afrique. Est-ce que tu penses aujourd'hui que le secteur privé a trouvé sa juste place justement dans les politiques de santé publique africaines? On voit que la pharma, on va dire, s'est implantée, même s'il y a quand même des difficultés, il y a quand même des gros labos qui rentrent et qui confient leurs activités à des agences, etc. Mais en dehors de l'industrie pharmaceutique, est-ce que justement on a des privés qui réussissent à s'intégrer dans ce secteur? Oui, je dirais oui, sinon je ne me serais pas lancé moi non plus, on va dire, avec une organisation totalement privée. Mais je dirais c'est un peu difficile et c'est assez mitigé. Parce que par exemple, dans nos organisations, enfin dans nos pays, le système de santé est hyper réglementé et tout dépend en fait de la hiérarchie, donc on va dire du ministère de la Santé et des politiques de santé qui sont mises en place. Donc on a très peu de libéralisme sur un certain nombre d'aspects qui font que justement la dynamique qui pouvait se mettre en place pour avoir encore plus de privés qui pourraient offrir des solutions, des services encore plus intéressants, reste quand même assez timide. J'en veux pour exemple, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le coût d'une consultation est fixé. Donc, que vous soyez un médecin qui sort à peine de la fac, ou que vous soyez un médecin qui a fait 20 ans que vous exercez, la consultation que le malade paye est exactement la même. Vous voyez un peu. Et donc, ça fait que cette qualité additionnelle du fait de l'expérience, vous ne la monnayez pas. Donc, vous vous retrouvez au même niveau. Et donc, ça n'encourage pas nécessairement à vouloir innover dans certains domaines. Et donc, ça peut être un challenge, mais en même temps, je pense aussi que ça part du principe qu'on veut donner un accès à la santé et à la qualité de professionnel à tout le monde. Donc ça reste, c'est pour ça que je suis un peu dans la position où je dirais que c'est mitigé, mais le secteur privé commence de plus en plus à trouver sa place avec tout ce qui est comme innovation en matière de santé, mais aussi avec ces grosses cliniques qui commencent à venir et qui offrent des plateaux techniques qui font que de moins en moins on a par exemple des besoins d'envoyer nos malades hors de nos pays pour pouvoir se faire soigner. Aujourd'hui, ça c'est quand on prend des centres comme le CNRO, c'est des belles réussites en Côte d'Ivoire, et quand on va vers le privé, on a peut-être d'autres cliniques qui sont là et qui démontrent un peu leur capacité, et puis on a ceux qui sont à mi-chemin comme le mère enfant qui apportent aussi d'autres aspects. Et puis les innovations avec le digital, la technologie viennent également renforcer cette place-là que le privé peut apporter en tant que catalyseur dans l'amélioration de la santé et aussi dans l'accès aux soins, parce que grâce à ces innovations, même loin de chez eux,
on va dire loin de grandes villes, de plus en plus, les personnes ont accès à des professionnels de santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et je pense que le privé joue un rôle à ce niveau-là. Et avec la couverture maladie universelle, ça devrait permettre d'accélérer un peu plus les choses encore. Maintenant, du côté de l'industrie pharmaceutique, tant qu'on ne sera pas capable nous-mêmes de produire nos médicaments, on va être toujours dépendant. On va avoir des médicaments qui vont nous coûter cher et on va subir, comme on le dit. Donc, ça dépend maintenant des politiques pour aider à ce qu'on se retrouve dans des approches qui vont vraiment permettre de changer la donne. Juste pour terminer, il faut savoir que par exemple les mêmes médicaments qu'on a parfois chez nous ici coûtent moins cher quand vous allez au Ghana ou que vous allez au Nigeria. Alors que c'est les mêmes médicaments. Donc il y a nécessité qu'on regarde, il y a un vrai sujet qu'il faut voir derrière ça pour être sûr qu'on va pouvoir encore améliorer de manière continue l'accès aux soins, l'accès à la santé pour toutes les populations, quel que soit leur niveau, on va dire, de revenus. Voilà. Je pense que cette question était une bonne transition pour celle qui arrive, donc, qui va maintenant s'interroger sur le pourquoi de devenir entrepreneur. On a mentionné un peu ton parcours de médecin, qui a été praticien pendant très peu de temps, ensuite intégré l'industrie pharmaceutique, à des postes à très haute responsabilité, dans des firmes de très haut niveau. Pourquoi être entrepreneur aujourd'hui? Je pense que c'est un peu la réponse à pourquoi qu'on parle aujourd'hui de leadership. Je pense qu'on ne peut pas, ayant eu la chance de travailler dans ces différents environnements-là, il y a un moment où il faut pouvoir soi-même apporter ce qu'on a appris aux autres, en fait. Et donc créer aujourd'hui, passer du salarié à l'entrepreneuriat, c'est pour moi une opportunité, en fait, de pouvoir donner d'autres aspects, d'autres solutions à la jeune génération qui vient. Mais c'est aussi l'ambition pour moi de pouvoir impacter sur la base de ce que je pense que nous sommes capables de faire. Dans les firmes pharmaceutiques, on respecte ou on applique, on va dire, des plans qui sont les plans des CEO de ces grandes multinationales-là, qui n'ont pas forcément le même agenda que nos réalités locales. Donc j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait la possibilité, nous aussi, de venir avec de l'innovation, de travailler sur des secteurs qui peuvent apporter vraiment une différence. Et si tu me demandes pourquoi, par exemple, j'ai changé un peu je suis allé sur un domaine parce que parfois on me demande pourquoi. Oui, bien sûr. Justement, pourquoi qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Pourquoi la niche de la santé mentale en entreprise? Est-ce que tu as remarqué quelque chose par ton expérience? Absolument, absolument. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance dans nos entreprises. Et malheureusement, au-delà de la souffrance dans nos entreprises, les entreprises perdent énormément d'argent en fait sans se rendre compte parce que elles voient des souffrances, mais qu'elles classent souvent sur du laxisme et autres, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Et les organisations telles qu'elles sont faites sont des organisations calquées depuis l'Europe, qu'on vient nous déposer, qui ne tiennent pas forcément compte de certaines réalités qu'on a ici. Et donc, Yodan, en fait, vient comme une solution pour réconcilier à la fois le travailleur pour le faire renouer avec la productivité et aider l'entreprise également à continuer sa performance tout en créant le cadre du bien-être pour ses employés. Parce que c'est une obligation en fait pour l'employeur. Mais comment l'employeur arrive à mettre en œuvre cette obligation s'il n'a pas les éléments ou les informations nécessaires sur la réalité présente dans son entreprise pour pouvoir justement impacter cette réalité-là et aider les collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que Yodan est né. Yodan, c'est aussi un hommage à mon père, parce qu'en fait, Yodan, c'est le nom de mon père. Voilà, et chez nous, ça signifie parole de sagesse.
Donc, je me suis dit, ça a toujours été la personne qui, lorsque j'étais dans des challenges au travail, quand j'étais en expatriation et que ma famille était à Abidjan, j'étais pas vraiment on va dire, dans les meilleures conditions que j'aurais pu souhaiter. Et il était la personne que j'appelais de temps en temps pour discuter, et qui m'a vraiment aidé à avancer. Et donc, je me suis dit, si aujourd'hui je peux avoir de l'impact sur à la fois la vie du travailleur et sur l'environnement global de l'entreprise, ben pourquoi pas lui dédier cela, et c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Yodan. Très bien. Et finalement, qu'est-ce que Yodan propose en termes d'offres, où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes de niveau de développement? Et aujourd'hui, on va dire Yodan séduit. C'est déjà, quand je commençais au début, tout le monde me disait, mais ça c'est des histoires de blanc, c'est des histoires de blanc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a rien à voir. La santé mentale en milieu professionnel est une réalité qu'il faut gérer. Et donc Yodan apporte, on va dire, une solution complète à ce besoin-là. Complète dans le sens où, selon le modèle de la santé, on ne peut pas faire une prise en charge si on n'a pas un diagnostic correct. Donc Yodan apporte, avec les solutions digitales qu'on a développées, la capacité à poser le diagnostic, à comprendre réellement quels sont les risques de santé, les risques psychologiques existants dans le contexte professionnel, pour donner des indicateurs et des orientations à l'entreprise pour prendre les mesures les plus adaptées. Ensuite, Yodan offre également à travers sa plateforme digitale de l'assistance psychologique, permettant ainsi aux collaborateurs, aux travailleurs de pouvoir bénéficier d'accompagnement avec des professionnels de santé mentale, donc des psychologues, des psychiatres, qui vont les aider à mieux monitorer leur santé mentale, à mieux vivre leur carrière professionnelle et éviter de partir à la retraite pour acheter que des médicaments parce qu'ils sont malades. Et le troisième aspect sur lequel Yodan intervient, c'est celui de la formation, de la sensibilisation. Donc c'est vraiment un tout. Donc on sensibilise, on forme pour que les gens soient beaucoup plus compétents à mieux gérer les collaborateurs et l'entreprise. On aide ceux qui sont déjà en souffrance pour retrouver donc l'équilibre avec donc l'accès à la santé mentale à travers donc l'assistance psychologique, et on donne des indicateurs à l'entreprise pour monitorer au mieux la santé dans son contexte. Donc c'est une sorte de solution 360 degrés pour l'entreprise. C'est ça. Et finalement aujourd'hui, quel type de clients d'organisation bénéficie le plus de cet accompagnement? On va dire qu'on est dans un environnement où ceux qui pensent d'abord à cet aspect-là sont souvent les multinationales, les grosses entreprises. Mais c'est beau de voir que même les plus petites aussi commencent à s'intéresser à cela. Donc aujourd'hui, nous, on a à la fois des clients qui sont de grosses entreprises, on a aussi des clients qui sont de moins grosses entreprises, on a même des cabinets qui viennent également et qui font partie de nos clients. Donc on est sur tous les secteurs d'activité, que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans la banque assurance, que ce soit dans même le BTP, on est présent. Et il y a même certaines structures de santé aussi qui commencent à regarder comment aider leurs travailleurs aussi à pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là, parce que c'est un milieu qui est assez anxiogène également, le milieu de la santé. Et on a réussi, je pense, on existe on a été créé officiellement en 2022, donc on va dire que on a commencé nos opérations, on est encore très jeune, mais on a réussi ce que personne n'avait encore réussi, convaincre un assureur de rembourser la santé mentale. Ça vraiment, c'est une vraie prouesse, parce que quand on parle santé mentale, tous les assureurs disent non. Mais nous, le modèle qu'on a mis en place a permis à un assureur de se rendre compte que c'est possible de rembourser, de couvrir la santé mentale. Et donc aujourd'hui, on a réussi, on a un deuxième assureur qui vient se greffer, et d'autres qui commencent à être intéressés par le modèle. Donc disons que bientôt, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire, on aura peut-être toutes les assurances qui vont intégrer ce volet santé mentale. Ça serait une très belle chose pour le pays et pour les travailleurs autant que pour la population. Effectivement, et on l'avait un peu dit lors d'une question précédente,
C'est vrai que le sujet de santé mentale avait été un peu banalisé pendant quelques temps, mais aujourd'hui, avec beaucoup de drames sociaux en Côte d'Ivoire, de personnes qui se suicident, etc., je pense qu'il y a cette conscience que les sujets de santé mentale sont très importants et qu'il faut qu'on prête attention à cela, d'autant plus que, et davantage dans le milieu professionnel, hein, avec les charges que chacun peut y avoir. Aujourd'hui, à ton avis, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter dans la construction d'organisations africaines performantes, de par ton expérience en multinationale et puis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Pour toi, c'est quoi les écueils à éviter justement? Mais la première chose qu'il faut éviter, c'est de faire du copier-coller. Ça, je le comprends parfaitement justement parce que je suis passé de l'autre côté. On se rend compte qu'effectivement, il faut faire très attention. Le copier-coller, ça ne marche pas. On a trop longtemps pensé qu'un modèle qui existe en Europe est le même modèle qu'on va avoir ici. Mais c'est faux, ça ne marche pas. Ça, c'est la première erreur qu'il faut éviter donc, de commettre. La deuxième erreur qu'il faut éviter de commettre également, c'est de ne pas tenir compte de ce qu'on appelle l'anthropologie en fait, la culture dans laquelle on vient évoluer. Une entreprise en Côte d'Ivoire, Abidjan, ne va pas fonctionner de la même manière que si elle était à Mans ou à Daloa. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà au niveau national. Ça, c'est qu'au niveau national. Maintenant, si on sort de la Côte d'Ivoire et qu'on va dans d'autres pays, j'aime bien taquiner un peu les gens en leur disant, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, et que vous êtes dans votre entreprise, tout le monde parle français, vous vous entendez bien et tout et tout. Mais quand vous allez en mission au Sénégal et que tous vos collègues là-bas, au bureau, parlent Wolof, vous voyez que vous n'êtes pas dans la même dimension. Et chez eux, c'est normal, en fait, de parler comme ça. Donc, pour dire que il y a aussi ça auquel il faut faire très attention. De vouloir faire du copier-coller, de ne pas tenir compte de la réalité culturelle. Parce que, par exemple, on sait que dans nos pays, il y a une personne peut vous dire « j'ai perdu mon père ». Mais ce n'est pas le géniteur. C'est peut-être celui qui s'est occupé de lui. Mais dans les règles, quand vous dites oui, tu as perdu ton père, mais il y a 1 an ou 2 ans, tu m'as dit que tu avais perdu ton père. Vous voyez, et parfois ça crée des petits exemples comme ça qui peuvent paraître totalement anodins, mais qui ont de l'impact. Parce que si vous refusez à la personne de partir peut-être pour une permission, vous n'imaginez pas le poids social que cela va représenter en fait. Donc il y a des petites réalités comme ça qu'il faut éviter. Il est clair qu'on ne va pas prendre toutes les cultures pour les intégrer dans une entreprise et qu'il faut trouver le moyen de faire les choses différemment et trouver le juste équilibre. Mais justement, si on ne prend pas en compte cette réalité-là, comment on trouve l'équilibre? On ne le trouve pas justement. C'est un peu ça que je dirais. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je m'arrêterai juste sur déjà ces deux-là. Le copier-coller, ça ne marche pas. Et il faut s'adapter à la réalité culturelle et environnementale du contexte. Sinon, on se casse la figure en fait. Pour toi, s'il existe un avantage africain dans la manière de penser les organisations, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans notre environnement, dans notre culture, qui peut être un atout justement dans notre manière de penser les organisations par rapport à ce qui se ferait en Europe, aux États-Unis? Je ne dirais pas dans notre culture particulièrement. Je dirais plutôt dans le contexte de globalisation qui existe. En fait, nous, on est jeunes dans nos organisations. Donc, on a l'occasion de voir ce qui a été fait avant. On voit dans différents pays les modèles qui existent. Et on doit trouver le modèle qui nous convient en fait. Et malheureusement, pour l'instant, on n'est pas encore sur cette dynamique. On est plus sur la dynamique, et je le disais tantôt, du copier-coller. J'étais dans une entreprise il y a quelques jours pour faire de la sensibilisation justement sur les volets de santé mentale. Et puis je disais à l'un des managers, la structure de votre entreprise, elle a changé depuis quand? Vous avez parfois des structures de l'entreprise qui sont héritées de l'ère coloniale.
et qui fonctionne encore, c'est comme ça, l'organigramme doit être, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est pas un travail de remise en question. Non, justement. Et donc, on a la possibilité aujourd'hui, parce que nous, on peut essayer. On peut essayer, on peut innover. On voit ce qui a été fait ailleurs, donc on peut, nous aussi, essayer. Mais on est un peu timide sur ces aspects-là. Et je pense que ça, c'est un peu l'avantage qu'on a parce qu'on est dans des contextes où on voit ce qui a été fait ailleurs et donc on peut essayer. Moi, j'aime bien parler des Asiatiques parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé leur culture, ils ont regardé les modèles qui peuvent s'appliquer et ils sont allés voir ce qui se faisait en Europe, en Amérique et ils ont adapté à leur réalité. Donc, ils ont essayé des modèles différents qui leur ont permis d'être là où ils sont et qui ont fait qu'ils ont fait des bons énormes très rapidement. Et moi, je pense que nous, on a cette possibilité-là aussi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est encore timide à l'essayer? C'est peut-être là où le challenge vient. Mais on a quand même cette opportunité. Et moi, j'encouragerais véritablement nos organisations à se plonger un peu plus dans une transformation qui va tenir compte également de nos réalités et des structures qu'on peut mettre en place pour avoir vraiment l'impact qu'on recherche. Très bien. On s'achemine inexorablement sur la fin de notre entretien. Je vais peut-être poser une dernière question. Si tu devais résumer en une phrase ton edge, ton avantage, ce qui te distingue, qu'est-ce que tu dirais? Autant moins que l'organisation, c'est un condensé à la fois d'empathie, de résilience et de rêverie. Je veux dire, je reste un rêveur et c'est ce rêveur-là qui cherche toujours comment innover dans les choses, qui regarde les choses d'un œil qui parfois surprend. Parce que quelquefois quand je discute avec des plus jeunes, je leur dis mais moi je ne comprends pas que vous êtes les plus jeunes et vous n'êtes pas capable de rêver, d'imaginer des choses que vous pouvez réaliser. Donc je reste encore, j'ai gardé on va dire mon âme de rêveur d'enfant, sauf que maintenant j'ai la possibilité quand je rêve de regarder qu'est-ce qui est réalisable dedans, de le réaliser enfin. Voilà, donc c'est un peu ça que j'insuffle également dans Yodan, c'est agilité, c'est empathie et c'est innovation. Ben, félicitations pour ce parcours, pour Yodan, à qui on va souhaiter plein succès. Et puis pourquoi pas devenir un champion national. On croise les doigts, on va y arriver. Peut-être un mot de fin. Ben merci de me donner l'opportunité justement de parler de moi, de parler on va dire du leadership tel que je le perçois. Et merci à Mian Média, Mian TV pour cette belle opportunité. Et j'espère que mon parcours et les idées vont faire tâche pour que on puisse continuer de se développer. N'ayons pas peur. Je le dis et je le répète encore, n'ayons pas peur. On peut réussir. Il faut juste du travail et de la constance dans ce qu'on fait.